Arrêtez de jouer petit, le podcast des thérapeutes qui savent que leur vie peut être plus grande. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Arrêtez de jouer petit. Aujourd'hui, je vais à nouveau te parler d'un sujet qui peut déranger. Et comme je disais la semaine dernière, je pense que je commence tous mes podcasts en disant exactement cette même phrase, mais c'est pas parce que je suis plus intelligente qu'un autre, et c'est sûrement pas parce que j'aime et j'ai envie de déranger. Quand je dis déranger, c'est vraiment dans le sens te faire réfléchir, t'aider peut-être à penser, à voir quelque chose que tu n'avais pas vu jusqu'à présent. Et c'est pas parce que je suis plus intelligente qu'un autre, c'est tout simplement parce que je fais ce métier, je suis sur le marché de la thérapie, on va dire, depuis probablement plus longtemps que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast. Donc forcément, j'ai déjà réfléchi à des choses que vous n'avez peut-être pas encore réfléchi parce que vous êtes plus récent que moi sur le marché, et aussi parce que je suis une personne qui vit beaucoup dans son mental, ce qui n'est pas forcément une qualité, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être trop, et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que j'aime ramener mes réflexions et pouvoir les partager avec vous. Donc le sujet dont je vais parler aujourd'hui est un sujet qui, paradoxalement, c'est quelque chose de positif et qui peut en même temps être un gros obstacle, qui est le confort. Et plus précisément, c'est l'idée que le confort peut devenir l'ennemi de ton expansion, de ton évolution, de ta croissance. J'ai eu l'idée de créer cet épisode de podcast parce que récemment, j'étais dans une rencontre mensuelle. Je fais partie d'un club d'entrepreneurs et on était donc avec nos mentors. Et à un moment donné, notre mentor a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Elle a dit un truc du genre, mais en fait, votre problème, c'est que vous n'avez pas assez de pression financière. Vous avez des factures à payer ou quoi? C'était un truc comme ça. Et sur le moment, c'est sûr que ça pique un peu, parce que personne n'a envie d'entendre ça, mais intérieurement, je me suis dit, oui, c'est vraiment ça le problème. Je me suis totalement reconnue dans ce qu'il racontait. Et au-delà de m'être reconnue, je suis sûre que c'est le cas de beaucoup de thérapeutes. Parce que la personne qui a dit cette phrase, elle disait, nous, on a plusieurs entreprises, on a environ une trentaine de salariés, on ne peut pas se permettre de céder à nos états d'âme. On ne peut pas se permettre de dire « Ah oui, j'ai déjà posté hier, donc je ne vais pas reposter aujourd'hui. Ah oui, mais ma grand-mère, elle n'aime pas qu'on parle de tel ou tel sujet, donc je ne vais pas poster ça pour pas la choquer. » On ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de pensée. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, parce que le sujet, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Et je pense que la plupart des thérapeutes vont se reconnaître dans ça, pas tous, mais c'est un schéma très fréquent. On devient thérapeute en général en reconversion professionnelle, donc on n'a pas 20 ans, on n'a pas 25 ans, certains peuvent l'avoir, mais la plupart du temps, on est déjà un peu plus vieux que ça. Et la plupart des thérapeutes sont des femmes, j'ai bien dit que tout le monde n'allait pas se reconnaître, et très souvent, quand on a une trentaine d'années, 35, etc., on est marié, ou si on n'est pas marié, on vit en couple. Et quand on est une femme et qu'on est hétérosexuel, on est en couple avec un homme qui, la plupart du temps, encore une fois, c'est comme ça que la société fonctionne. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est comme ça. On est en couple ou on est marié avec un homme qui, probablement, déjà à la base, avant même qu'on fasse notre reconversion professionnelle, il gagnait déjà sa vie mieux que nous. C'est souvent le cas dans les familles. Donc, ce partenaire, ce mari, il assure une certaine forme de sécurité financière pour la famille. Il y a peut-être des enfants aussi dans cette histoire. Il n'y a pas besoin qu'il gagne extrêmement bien sa vie, mais il a peut-être un salaire qui permet de ne pas être en mode survie. Ça, c'est génial, de pouvoir être en reconversion professionnelle avec cette sécurité-là. Parfois, il y a aussi le chômage. Parfois, il n'y a pas le conjoint, mais il y a le chômage. Parfois, il y a le chômage, mais il n'y a pas le conjoint. Et parfois, il y a les deux. On est au chômage, on a cette petite somme qui tombe dans notre compte tous les mois, et on a aussi un conjoint qui peut assurer. Et il faut le dire très clairement, c'est une chance incroyable. C'est un vrai luxe de pouvoir démarrer une reconversion professionnelle sans être en mode panique permanent.
de pouvoir tâtonner, de pouvoir tester, de pouvoir faire des erreurs, de pouvoir apprendre, de pouvoir se laisser ce temps, parce que même quand on a du succès, le succès, il n'arrive pas le premier mois. Forcément, il faut du temps pour créer une activité professionnelle. Donc, c'est génial. On n'est pas en mode survie. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici sur ce podcast, sur YouTube et ailleurs, être en mode survie pour un thérapeute, c'est une catastrophe. Quand on est en mode survie, quand on est stressé, quand on est anxieux, le système nerveux est complètement mobilisé pour assurer notre survie, même si factuellement, littéralement, on ne va pas mourir, mais pour le système nerveux, vous connaissez le schéma, il ne sait pas la différence, il ne sait pas si on est stressé parce qu'on va mourir, parce qu'il y a un lion derrière nous, ou si c'est parce qu'on est stressé à cause de nos finances. Donc, on est en mode survie, et quand on est en mode survie, on se replie sur soi, c'est naturel. On devient égoïste au sens premier du terme, on est centré sur soi. Le système nerveux, il se dit, cette personne, c'est de la survie là. Et on ne peut pas être un bon thérapeute et être en mode survie et être replié sur soi. On a un métier qui repose justement sur la capacité à être présent à l'autre, à l'écouter, à l'accompagner, à être disponible. Donc, ce confort que beaucoup de thérapeutes peuvent avoir au départ, il est fondamental. Et je ne suis absolument pas ici, dans cet épisode de podcast, en train de défendre l'idée que les thérapeutes doivent galérer pour être des bons thérapeutes. Ce n'est pas du tout le message. J'espère que ça va être clair, ça. Mais, il y a un mais, là où les choses deviennent intéressantes, c'est que malheureusement, c'est comme ça, l'humain grandit rarement dans le confort, c'est le titre du podcast. La raison pour laquelle ce confort est donc une chance, c'est aussi la raison pour laquelle il peut devenir un problème. Parce que ce confort, cette absence de stress, cette absence d'anxiété ou ce tout petit stress, cette toute petite anxiété, crée un confort qui crée une situation qui est un petit peu tiède. C'est le confort, il est chaud, il est doux, il est rassurant. On n'est pas en danger. On ne risque pas de tout perdre du jour au lendemain. Et donc, et ça c'est une très bonne chose, je répète, évidemment que ce n'est pas une bonne chose de se dire qu'on va tout perdre du jour au lendemain, mais comme on est dans ce confort, on peut se permettre d'écouter toutes nos peurs. Donc justement, on peut se permettre de dire « j'ai déjà posté hier, je ne veux pas poster aujourd'hui, je ferai ça plus tard ». Ça me fait super peur d'aller voir les médecins, d'aller voir les psychologues, d'aller voir les orthophonistes. Donc j'y vais pas. J'ai pas trop envie de me montrer sur les réseaux, donc je fais pas. J'ai pas envie de déranger. J'ai déjà envoyé un mail il y a 3 mois, donc si j'envoie un autre maintenant, je sens que je vais déranger les gens, donc j'envoie pas. Ma grand-mère, elle trouve que c'est ridicule d'être sur les réseaux, ma voisine aussi, donc je vais pas le faire. J'ai peur de paraître trop insistante si je parle de mes offres, donc je le fais pas. Et donc, voilà, comme il n'y a pas de réelle urgence, tu repousses encore et encore. Et donc, ce confort, à la base, il te laisse le luxe d'écouter ton mental, d'écouter tes doutes, tes états d'âme, tes peurs, tu as peur de déplaire, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être critiqué. Et très souvent, c'est pas que tu sais pas ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut faire, c'est que tu n'as juste pas assez de raisons internes pour le faire maintenant. Tu peux le faire demain, tu peux le faire plus tard, tu peux le faire dans 1 mois, dans deux mois, après la formation, après Noël, après les vacances. Donc, la pression économique, c'est un moteur qui est mal compris. Il y a quelques instants, je faisais référence justement à ce club d'entrepreneurs duquel je fais partie. Et justement, nos mentors, ils ont une trentaine de salariés. Quand on a une trentaine de salariés, on a une responsabilité qui est réelle, on a des engagements qui sont concrets, on a des salaires à payer. On ne peut pas se payer le luxe de se laisser aller à avoir peur. Et encore une fois, je ne fais pas ici l'éloge, je ne défends pas le stress chronique, je ne suis pas en train de défendre l'urgence permanente, mais cette pression économique, elle a un effet qui est intéressant, c'est qu'elle coupe le bavardage mental. Quand il faut assurer, il faut assurer. On passe à l'action, on fait ce qui doit être fait, on arrête de se poser 1000 questions.
Et justement, je me suis beaucoup reconnue dans ce discours de ce mentor parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Moi, quand j'ai démarré mon activité en 2013, j'étais mariée et j'avais le chômage. Donc, objectivement, j'étais dans une situation qui était confortable. Je travaillais beaucoup quand même. J'ai beaucoup travaillé sur ma prospection. Je faisais de mon mieux, mais je pouvais écouter mes doutes. Je pouvais repousser certaines étapes. Je laissais certaines choses pour plus tard parce qu'il n'y avait pas cette urgence intérieure. Quelque temps plus tard, il y a eu le divorce. Et dans un premier temps, après mon divorce, je suis redevenue salariée parce que ça aurait été trop stressant pour mon système nerveux, justement, de rester sophrologue, de rester profession libérale, auto-entrepreneur et divorcée avec 2 enfants. Donc, j'ai fait un choix que je considère intelligent pour mon propre bien-être, qui est de redevenir salariée pendant un temps. Mais plus tard, je suis redevenue auto-entrepreneur. Et cette fois-ci, c'était différent parce qu'il fallait assurer. Je ne pouvais pas me permettre de me demander si je dérangeais en postant 2 fois par semaine, si les gens allaient trouver que j'étais insistante, je ne pouvais pas me permettre de me cacher, d'attendre. Et c'est vraiment là, dans cette situation, que j'ai appris à dépasser mes peurs. Ma peur de m'exposer, ma peur de déplaire, ma peur d'être jugée, ma peur de vendre. C'est pas parce que je suis devenue courageuse d'un coup, c'est parce que j'avais pas le choix. Il n'y avait pas de plan B. Et figurez-vous que c'était la bonne chose à faire parce que c'est à partir de là que mon activité a vraiment décollé. Quand il n'y avait pas de plan B et que je suis totalement sortie de ma zone de confort. Donc aujourd'hui, je suis encore divorcée, je suis en couple, je suis très heureuse, je partage ma vie avec un homme extraordinaire, mais on vit séparément. Donc, bien que mon compagnon soit quelqu'un sur qui, évidemment, je sais que je peux compter en cas de problème, en cas de besoin, nos finances sont totalement séparées. Donc, je n'ai toujours pas ce confort de me dire, c'est pas grave, je verrai le mois prochain, je verrai l'année prochaine, mon mari va assurer. J'ai pas un matelas financier sur lequel je peux m'allonger en me disant, je verrai plus tard. Je suis responsable de mon activité, de mes revenus, de ma sécurité. Et c'est là que se trouve le message central de cet épisode. Le problème n'est pas que tu manques de compétences, le problème n'est pas que tu manques de talent, le problème n'est pas que tu manques de légitimité. Très souvent, le vrai problème, c'est que, ça peut être que le confort dans lequel tu es aujourd'hui t'empêche de réellement te mettre en mouvement. Et je veux m'arrêter quelques instants là-dessus parce que c'est essentiel. Même si le titre du podcast, c'est « L'humain ne grandit pas dans l'inconfort », très souvent, malheureusement, c'est vrai, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'expansion dans le confort. On doit affronter l'inconfort pour grandir. Je ne suis pas pour autant, en tout cas, c'est comme ça que la plupart des humains grandissent, s'expansent. Je ne suis pas non plus en train de faire l'éloge du stress, l'éloge de la survie, l'éloge de l'insécurité permanente. Je ne suis pas en train de vous conseiller de divorcer, sauf si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, je ne pense pas du tout que souffrir fasse nécessairement grandir d'ailleurs. Je ne pense pas que souffrir, que galérer fasse de nous des meilleurs thérapeutes, des meilleurs entrepreneurs, pas du tout. Ce que je te propose ici, c'est pas de quitter ton conjoint, c'est pas de renoncer à ton chômage, c'est pas ça. Garde ces sécurités-là si tu les as, c'est génial. C'est justement déjà de prendre conscience de combien tu as de la chance. Et donc ça, c'est déjà une première chose, gratitude pour pour ce confort-là. Je vais pas te proposer ici de te mettre volontairement en difficulté financière. Ce serait irresponsable de ma part et ça t'aiderait pas. Donc, la vraie question que je t'invite à poser ici, c'est jusqu'à quel point, justement, j'ai envie que tu te poses cette question-là aujourd'hui, jusqu'à quel point cette absence de pression dans ta vie ne t'empêche pas d'aller chercher l'activité que tu veux vraiment. Parce que je suis sûre que tu veux plus que ce que tu as aujourd'hui. Je suis sûre que tu veux avoir plus de clients, tu voudrais avoir plus d'offres, tu aimerais avoir plus de chiffre d'affaires, tu aimerais avoir plus de reconnaissance, tu aimerais avoir plus de présence peut-être dans certains endroits.
tu aimerais avoir une posture professionnelle qui est différente. Tu aimerais être capable d'incarner un professionnel, une professionnelle qui est beaucoup plus professionnelle, justement, de ne plus te sentir amateur, amatrice. Et l'inconfort dont je parle ici, c'est pas l'inconfort que je vais te proposer ici, d'une certaine façon, c'est pas un inconfort subi, comme l'inconfort que moi j'ai eu au moment où j'ai décidé que j'ai pas le choix, il faut y aller. Ça, c'est un inconfort que j'ai subi. Ce que je te propose ici, c'est un inconfort choisi, un inconfort structuré et un inconfort conscient. Ce que je te propose, et je pense qu'il va faire toute la différence pour l'avenir de ton activité, c'est de décider volontairement de te mettre dans un cadre plus exigeant, d'être plus exigeant avec toi-même. C'est décider que même si tu peux attendre, tu ne vas pas mourir de faim si tu ne dégages pas plus de chiffre d'affaires le mois prochain, tu ne vas pas attendre. Même si tu peux continuer de te cacher, parce qu'il n'y a pas mort d'homme si en 2026, tu n'as pas beaucoup de chiffre d'affaires, tu as encore le chômage, tu as le mari qui assure, etc. Donc même si tu peux te le permettre, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas continuer de te cacher. Même si tu pourrais rester discrète, tu vas choisir de te montrer. Donc, ce que je t'invite à faire ici, c'est de créer cette pression sans qu'elle existe factuellement. Si tu as la chance qu'elle n'existe pas factuellement. Par exemple, en te fixant des objectifs financiers qui ne sont pas négociables, qui ne sont pas délirants, mais qui sont quand même un peu plus ambitieux que ce que tu fais maintenant, en décidant que ton activité doit contribuer réellement aux finances du foyer, tu dois pouvoir aider les finances de ton foyer, en t'engageant publiquement peut-être sur certaines actions. N'hésite pas à dire à des amis, à dire que tu vas, ce mois-ci, je vais avoir X clients, pour que les gens viennent te demander après, alors tu les as eu, tes X clients, en te mettant peut-être des échéances claires, réelles, avec des vraies conséquences si tu ne le respectes pas. Tout ça, c'est évidemment à toi de décider, c'est entre toi et toi, mais c'est une espèce d'engagement que je t'invite à prendre aujourd'hui. Autrement dit, pour fonctionner comme si ton activité, arrêter de fonctionner comme si ton activité était une option, était un plus. Parce que tant que tu vas voir ton chiffre d'affaires comme un argent de poche, ce sera toujours un argent de poche. Tant que ton activité va être perçue par toi-même comme un plus, un à côté, un petit projet sympa, ton système nerveux comprend très bien qu'il n'y a aucune urgence à dépasser tes peurs. Et il fait exactement ce pourquoi il est programmé. Il te garde dans le connu, dans le confortable, dans le tiède. Donc, l'inconfort dont je te parle ici, c'est l'inconfort de l'engagement entre toi et toi, de la responsabilité. Celui de dire, même si j'ai peur, j'y vais quand même, je le fais quand même. Non pas parce que tu es réellement en danger, mais parce que tu as décidé que ton évolution comptait. Et si j'ai voulu te parler de tout ça aujourd'hui, ce n'est en aucun cas pour te faire culpabiliser, évidemment que non. C'est pas pour dire que tu ne fais pas assez. C'est pas pour te pousser vers une forme de stress ou de précarité, évidemment non plus. C'est pour t'inviter à regarder quelque chose d'essentiel, ta relation à l'argent. Et surtout, la place que l'argent occupe ou n'occupe pas dans ta vie de thérapeute. Parce que l'argent n'est pas un détail. Arrêtons de dire « je ne fais pas ça pour l'argent ». L'argent n'est pas un détail, je suis désolée. L'argent n'est pas un sujet secondaire. L'argent n'est pas un bonus. L'argent est un élément central de nos vies. Il conditionne notre sécurité. Tout le monde a envie de se sentir en sécurité. Ça fait partie des besoins de base de l'humain. Nier ça, c'est aller contre la condition humaine. On a besoin de sécurité. On a aussi besoin de liberté. Et l'argent nous permet d'être libres, nous permet de choisir. C'est un élément central aussi, l'argent, parce que c'est notre capacité à nous engager pleinement dans ce qu'on fait. Donc, tant que ta relation à l'argent va rester floue, inconfortable, chargée de peur, de croyances, de non-dits, tu peux te former autant que tu veux,
hein. Tu peux refaire une formation. Ah ben je suis déjà sophrologue et hypnothérapeute, ça fonctionne pas, je vais me former à la naturopathie. Ça fonctionne pas, je vais me former au Reiki. Fais-le si ça te plaît, accumule des outils. Tu peux être une excellente thérapeute. S'il y a toujours un plafond invisible qui est ta relation à l'argent, ça ne va pas fonctionner. Ou alors ça va fonctionner, mais ça va être dur, ça va être compliqué, ça va demander énormément d'efforts. Parce que c'est pas l'activité qui bloque, c'est ton manque d'autorisation à recevoir. Tu ne t'autorises pas à recevoir. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Oser l'abondance. Oser l'abondance n'est pas un programme pour t'aider à gagner plus d'argent, ce serait trop simpliste de faire ça. C'est un programme pour t'aider à devenir à l'aise avec l'idée de recevoir de l'argent aussi, mais pas que. Arrêtez de fuir, arrêtez de minimiser, arrêtez de rendre coupable l'argent ou dangereux. C'est un programme pour transformer ta relation à l'argent en quelque chose de sain, de stable, de sécurisant, pour que l'argent ne soit plus ce bruit de fond anxiogène, mais un soutien dans ta vie, un allié, un socle. Parce que quand la relation à l'argent est apaisée, quand l'argent n'est plus une source de tension dans ta vie, tu peux enfin déployer ton activité autrement. Tu n'es plus dans l'hésitation permanente, tu n'es plus dans la peur de déranger, tu n'es plus dans l'autocensure. Tu prends ta place, tu assumes tes offres, tu assumes tes tarifs, tu assumes ton désir de croissance. Donc, oser l'abondance, c'est vraiment pour celles et ceux qui sentent que le confort actuel les protège autant qu'il les limite. Si tu sais que tu peux aller plus loin, mais tu veux le faire sans te faire violence, sans être dans la survie, sans t'épuiser, si cet épisode a résonné, si tu t'es reconnu, si ce sujet, il te touche, donc oser l'abondance est probablement l'étape incontournable pour toi. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour rester qui tu es et t'autoriser à recevoir à la hauteur de ce que tu donnes déjà. Donc, si je devais conclure cet épisode, c'est que le confort n'est évidemment pas ton ennemi, au contraire. Le confort, c'est super, mais si tu veux t'expanser, si tu ne veux pas t'y installer pour toujours dans ce confort, donc je te laisse avec cette question. Est-ce que le confort aujourd'hui, il te protège réellement ou est-ce qu'il t'endort? Parce que l'expansion commence souvent là où on accepte de prendre pleinement la responsabilité de son activité. Merci pour votre écoute et à très vite. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a aidé à réfléchir, à voir les choses autrement ou à faire un pas de côté, pense à t'abonner au podcast et à laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur YouTube où je partage du contenu complémentaire autour de ces mêmes sujets. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.